Bonjour à vous, amis auditeurs de Radio Courtoisie. Comme tous les samedis matins, nous sommes en direct au Libre Journal des Controverses. Je salue mon prédécesseur, Nicolas Stocker, assisté de Lara Stam pour le Libre Journal de Géopolitique Profonde. Ils étaient, comme toutes les semaines, excellents et ils ont eu une belle exclusivité avec l'ancien ambassadeur de Russie en France, Monsieur Orlov. J'ai vu que notre ami De Koshko, journaliste spécialiste de la Russie. Je salue aussi Virginie Mimi Glam. Elle est revenue cette semaine. Elle a fait des concerts. Là, tout le temps, elle fait des concerts en ce moment. Elle est au top des hit parades. Notre Virginie nationale Nini Glam. Et enfin, c'est son retour au standard. Patrice, alors il est parti, je crois, à la Réunion, je sais pas ce qu'il est parti faire. Il est allé à la plage, il nous a quittés parce qu'ici, il faisait trop froid. L'homme à la belle écriture, Patrice, est là. Donc n'hésitez pas, et je sais que ce sujet va vous intéresser spécialement parce qu'en plus je reçois notre ami Driss Gali que vous aimez beaucoup ici, Radio Courtoisie, pour son dernier livre, L'identité d'abord. Bonjour cher Driss. Bonjour Mike. Là c'est la suite de Français Ouvrez les yeux. Dans un certain sens, oui. Je continue sur ma lancée, sur ce fil rouge de réassumer l'identité, d'expliquer l'identité, son importance, sauf que cette fois, je mets le... Avant, je dressais un tableau, hein, j'espère en couleur, une photo en couleur, en 3D, de ce que c'est que être français, être marocain, les différences entre les peuples et civilisations. Là, je fais une espèce de résonance magnétique, l'IRM. Je vais au fond des choses, c'est-à-dire dans l'intime. J'explique ce que, pour moi, a signifié l'absence d'identité, le grand silence, le vide identitaire, qui est aussi notre grand malheur français. Nous avons un problème d'identité très grave. Au-delà du déficit et des dettes et de tout ce qu'on... Nous avons un problème identitaire. Moi, je l'ai vécu et je le raconte en essayant de parler à ceux qui ont compris et à ceux aussi qui n'ont pas encore compris ce que cela veut dire l'identité. Et je donne une définition d'identité qui est beaucoup plus riche de ce que je donnais avant, c'est-à-dire l'identité, la couleur du passeport ou la couleur de la peau. L'identité, c'est beaucoup plus que ça. Beaucoup plus que ça. Heureusement, en fait, c'est une bonne nouvelle. L'identité est une bonne nouvelle. Et malheureusement, ce sera mon dernier mot, on a appris à parler d'identité comme si c'était quelque chose de sulfureux ou d'une mauvaise nouvelle. Ah, il y a trop de musulmans, il y a trop d'Africains, on s'est trop américanisé, donc c'est une mauvaise nouvelle, attention. Ou on n'en a pas le droit d'en parler, sinon on est traité de fasciste, on perd son emploi, on perd sa petite copine, on est viré du dîner du dimanche. Mais au fait, c'est une très bonne nouvelle. Si on réinvestit l'identité, on réinvestit les protéines et les nutriments qui font de nous, qui peuvent nous permettre de régler pas mal de problèmes. Oui, c'est vrai que on a dit que l'identité c'était péjoratif. On a associé ça d'ailleurs au mouvement identitaire avec des jeunes, justement des jeunes qui luttent pour leur identité et à juste titre. Ils ont raison. Mais on a fait passer ces jeunes pour des fascistes, pour les skinheads d'antan. Tout à fait. Et donc du coup aujourd'hui, lorsqu'on utilise ce mot identité auprès de la grande majorité des gens, eux voient ça comme un gros mot. Oui, ils ont peur, les gens ont peur. On a appris la peur aux gens. Donc on a convaincu les Français qu'il valait mieux oublier qui ils sont, s'oublier, que de s'assumer, d'oublier leur identité, de plus en parler. C'est comme si on vous disait il vaut mieux être fou, malade mental, que d'être en bonne santé mentale, parce que sinon vous n'allez plus manger. Parce qu'au fait, nous, on arrive encore à survivre, parce que nous sommes autonomes, nous avons des revenus, tout ça, mais les gens ne peuvent pas. Il y a des gens qui sont fonctionnaires ou dans une grande entreprise. S'ils parlent d'identité, ils peuvent perdre leur job. Donc l'identité, donc on n'a pas rendu un service. Il faut dire aussi que la droite patriote, nos amis de la droite patriote, ils se sont laissés cornériser aussi. Un peu, ils ont... à force de se faire insulter de fascistes, ils ont rendu l'identité épidermique. Et je dirais même qu'il ne suffit pas de dire que la France est un pays d'origine chrétienne, habité par des Blancs. On ne peut pas s'arrêter juste là. Parce que ça ne règle aucun problème. Ça rappelle une évidence. Ça rappelle surtout notre passé, jusqu'à il y a 10, 20... Ok, très bien. Mais qu'est-ce qu'on fait à partir de ça? Qu'est-ce que moi, en tant que Français aujourd'hui, de souche, allez,
À quoi ça me sert face à la Chine, qui est en train de me mettre à poil avec le commerce, face à la Russie ou face à l'Ukraine, peu importe nos positions, ou face au monde arabe, ou face aux Américains. Justement, vous, cher Driss Ghali, vous connaissez bien le Brésil, qui est un pays multiethnique. Oui. Au niveau identitaire, comment ça se passe là-bas? Comment ils vivent justement leur culture? Comment ils vivent le fait d'être brésilien? Bien, le Brésil est un pays monoculturel, multiethnique. Il y a une seule culture nationale, à dominante chrétienne, catholique, un peu évangélique. Comme la religion chrétienne est largement devenue très cool, on n'est plus dans l'Inquisition depuis déjà un bout de temps, très laïcisée, cette religion chrétienne, cette identité culturelle brésilienne a facilement amalgamé les religions africaines, amenées par les esclaves, mais pas seulement. Vous avez beaucoup de blancs brésiliens qui vont à l'église, qui fêtent Noël, ou qui peuvent même porter un crucifix, et qui vont aller consulter un chaman africain. Voilà. Donc il y a beaucoup de syncrétisme, mais le socle commun. Il y a bien sûr quelques tribus, quelques peuples qu'on appelle les peuples primitifs, les peuples primaires indiens, qui eux vivent dans une culture réellement précolombienne, tout ça. Là, pour le coup, il y a un multiculturalisme, mais c'est vraiment, il y a encore 800 000 Indiens au Brésil, je pense qu'il y en a peut-être 100 000 qui vivent vraiment dans une autre culture. Mais de l'Amazonie à Porto Alegre, qui est vraiment l'extrême sud du Brésil vers l'Argentine, c'est la même culture. Vous avez plusieurs races. Vous avez un mélange des races, mais vous avez une seule culture, et c'est ça la grande bénédiction du Brésil. Donc les gens sont d'accord globalement sur un socle commun. Un socle commun qui est une culture qui a rendu un grand service. Elle a permis aux Brésiliens de dominer leur nature. Parce que la forêt, c'est pas sympa. Les araignées, les cobras, les jaguars, même les Indiens, quand ils étaient encore puissants, c'est pas sympa. Donc ils ont une culture de pionniers, un peu de cow-boy à l'américaine. Une culture beaucoup plus virile que la nôtre. La France est une femme, avec toute la délicatesse d'une femme. La culture brésilienne est une culture de l'adolescent, qui peut être très violent, très cruel, parce qu'il faut se défendre. Parce qu'il faut quand même déboiser la forêt pour aller... sinon, vos enfants meurent piqués par des scorpions. C'était ça le défi des Portugais en 1500. Mais c'est aussi une culture donc, qui est restée figée. Elle a accompli cette mission-là du pionnier, mais elle est restée violente. Elle ne sait plus s'adoucir comme la France s'est adoucie pour évacuer la violence. Pour arrêter de se taper dessus, le Brésil est le champion du monde des homicides. Il y a eu plus d'homicides au Brésil de 2010 à 2021 que de morts en Syrie pendant la guerre civile de 2010 à 2021. C'est vous dire. Alors, une seule culture, mais évidemment, il y a des variations locales. Plus vous allez vers l'Amazonie, plus vous êtes dans une culture plutôt pionnière, un peu violente, parce qu'on a face à soi là, le mur de la forêt. Plus vous allez vers le sud, là où il y a des colonisations allemandes, est-européennes, éventuellement italiennes, on est plus dans une culture plus proche de ce que nous voyons nous en Alsace. C'est-à-dire vous avez une culture d'entreprise, voilà. Oui, parce que pourquoi je vous ai posé la question sur le Brésil, c'est parce que nos grands médias de plus en plus comparent la France avec ce qu'est le Brésil. Ah, ils se trompent, et ils vous mentent comme tout en d'habitude. sachant aussi que, oui, alors ça c'est sûr qu'ils nous mentent, tout en sachant aussi que peut-être qu'il déjà bon, le côté multi-ethnique, j'imagine, et puis deuxième chose, on sent aussi qu'en France, malgré tout, même si c'est une femme, comme vous le dites, eh bien, il y a quand même une forme de violence qui quand même se propage. Bien sûr, parce qu'on n'est plus une femme. Parce que l'identité française, c'est l'identité transmise par le peuple de souche, auquel s'assimilent, ou pas, des gens venus de l'étranger. On a ensauvagé le peuple de souche et on a ensauvagé les étrangers. Le peuple de souche, on l'a ensauvagé parce qu'à l'école, on ne lui apprend plus à être français. Déjà, la langue, elle n'est plus apprise. Donc, quand on n'a plus la richesse du vocabulaire français, on ne peut plus s'exprimer comme on veut. Et donc, il n'y a plus que les coups ou les gros mots. Un type qui ne sait pas lire et écrire ou qui n'a qu'un seul mot pour le mot amour ou le mot j'ai mal, par exemple, pour dire j'ai mal, eh bien, il va dire des gros mots. Voilà. Donc, ça, c'est l'ensauvagement. C'est la totale novlangue de 1984. La novlangue, tout à fait. La novlangue, repris par tout ce qu'on entend dans la rue. Il y a un appauvrissement de l'identité française de souche. Là, on n'a même pas encore parlé de l'immigration. Et vous avez, dans l'immigration, vous avez importé des peuples, j'en fais partie, qui ne sont pas du tout féminisés. L'Afrique du Nord est une culture virile. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a jamais eu d'État. Et quand il y avait l'État, de temps en temps, même au Maroc, je vais encore me faire taper par mes amis marocains, parce que
Mais ce que j'ai appris avec la France, c'est penser contre soi-même. Vous devriez nous demander qu'on vous fasse un diplôme de reconnaissance. Parce que penser contre soi-même, c'est le début du changement. Il n'y a que vous, et rarement, surtout les peuples occidentaux, qui pensent contre eux-mêmes. Ça, c'est grâce au catholicisme. C'est mea culpa, maxima culpa. Bon, ça a un côté un peu castrateur, mais voilà. Donc, même au Maroc, je ne parle même pas de l'Algérie, de la Tunisie, nous avions un État évanescent, fort parfois, absent. Quand l'État est absent, qu'est-ce que je fais? Il ne faut pas que ma femme se fasse violer. Il ne faut pas que ma fille se fasse enlever par la tribune en face. Donc, je dois être un homme qui est capable de se battre. Donc, il faut être un peu agressif. Surtout pas. La féminité au Maroc, elle était réservée elle était limitée aux grandes villes. Fès, un peu Essaouira, Salé, Tétouan, en Algérie, Tlemcen, des grandes villes c'est-à-dire des villes emmuraillées, où les bourgeois pouvaient se détendre et faire de l'art. Vous aviez les descendants des Andalous qui étaient rapatriés. Il y avait une grande culture à Fès, à Kérouan, voilà. Mais ailleurs, ça c'était des confettis. Le reste, il fallait de la virilité. Cette virilité-là, nord-africaine, je ne parle même pas des Afghans, des Bengalais, des Sri Lankais qui arrivent. Ben, elle arrive en France, et elle ne va pas se féminiser. En tout cas, pas en 10 ans. C'est pour ça que nous avons la violence qui explose. Et nos médias nous mentent. Ils nous mentent et puis ils sont ignorants. Parce que le Brésil est une culture, une seule culture nationale. Une seule culture nationale. Mais oui, mais la culture nationale, parce que vous avez parlé quand même du culte, oui. Elle est aussi liée à ça. Bien sûr. Et si on chasse le catholicisme en France et en Europe, eh bien, on chasse aussi une grande partie de la culture, parce que la religion est un marqueur. Bien sûr. La religion est le salut. Et c'est pas seulement le salut de l'âme. On peut le croire ou pas. Après, c'est chacun. C'est très personnel. La religion, c'est un software open source. Je vais parler comme un jeune. Qui est là? Bon sang, pourquoi on s'en prive? On est en train d'inventer une intelligence artificielle qu'on n'arrive pas à inventer. C'est-à-dire le progressisme, la laïcité, le laïcisme, la gauche sont en train d'inventer une religion et ils n'y arrivent pas. Donc on a détraqué les gens. Tout le monde est aux antidépresseurs. On a des faits divers de malades. Hein, on a des faits divers dignes voilà. On donne un fric fou pour acheter la conscience et l'allégeance des gens, les allocations. Et ces gens vous brûlent les bus. Et c'est un truc de dingue. Parce alors que la religion, elle donne aux individus des limites. Des limites, elle leur donne aussi elle leur évite de se poser trop de questions. C'est comme vous ouvrez votre Windows. Vous ne dites pas comment ça marche. J'appuie sur Enter et j'ouvre Word. Là, comme il n'y a plus de religion, on doit recréer le couple. On doit recréer l'amour. On doit recréer qu'est-ce que c'est qu'un homme? Qu'est-ce que c'est qu'une femme? Qu'est-ce que c'est que la filiation? Vous vous rendez compte du boulot qu'on fait? Donc, cette religion, avec tous ses défauts, c'est un software qui est là. Et je ne dis pas qu'il faut convertir les musulmans qui arrivent en France au catholicisme. Je dis juste qu'ils ont intérêt à arriver en France et à savoir quelle est la religion du pays. Et par rapport à ça, ils se déterminent. Quelles sont les limites? Là, il n'y a plus de limites. Là, on leur dit, au fait, vous êtes citoyen du monde. Il n'y a pas de citoyen du monde. Et oui, mais parce que quand on enlève la religion, forcément, on la remplace par autre chose. Et ce que le monde moderne remplace, c'est par le capitalisme mondialisé. Parce que de toute façon, qu'est-ce qu'a besoin du capitalisme? C'est pas des citoyens, des sujets ou que sais-je. Ce sont des consommateurs. Et des esclaves. Et des esclaves. Des esclaves. Voilà. Des consommateurs et des esclaves. Parce que le capitalisme, là, il s'est avant, jusqu'aux années 90, on disait l'État, c'est du nul, c'est des fonctionnaires, c'est poussiéreux. L'entreprise, c'est la modernité, c'est la liberté. Maintenant, l'entreprise est devenue, en quelque sorte, une prison des peuples, une prison des âmes. C'est la compliance. C'est quoi la compliance? En anglais, ça veut dire l'obéissance. Vous êtes surveillé tout le temps. Les badges, les QR codes, même à la maison, on vous surveille plus qu'en remote office, on vous surveille plus. Vous avez une doxa qui arrive par les RH, par la diversité, le LGBTisme, le mois des fiertés noires, moi j'ai vu chez Sodexo au Brésil, vous vous rendez compte, le drapeau LGBT, tout un mois, le mois des fiertés, vous vous rendez compte, pour un catholique. C'est une insulte. Moi je ne suis pas contre on peut être homosexuel, il n'y a pas de problème. Mais vous allez travailler, vous avez un drapeau. Donc, on vous force à faire allégeance à ça. Donc, pour que vous acceptiez ça, il faut que vous soyez broyé. Il faut que votre identité soit réduite. Parce que, qu'est-ce que c'est que l'identité française? C'est l'identité de l'honnête homme. Je pense par moi-même. L'histoire de France, ça n'a pas été que la colonisation, ni la Révolution. Pas que la Révolution.
on a fait quand même, on a eu un siècle, un 17e siècle, un début 18e siècle, on a essayé de créer un idéal masculin et humain, c'est l'honnête homme. L'homme qui pense par lui-même, qui réfléchit par lui-même, c'est surtout pas une serpillière. Et là, le capitalisme veut des serpillères. Il veut des gens dociles, obéissants, conformes. Alors, évidemment, cette serpillière, elle a le droit de changer de sexe. Ça, c'est pas la rébellion. La vraie rébellion, c'est dire à un chef, tu te trompes. Bah, justement, c'est surtout pas la rébellion, c'est même la soumission. C'est la soumission. Parce que changer de sexe, c'est rentrer dans un nouveau marché. Voilà. Et le capitalisme cherche toujours des nouveaux marchés. Tout à fait. Et c'est là où souvent on me parle d'assimilation. Et moi, je regarde ces jeunes même de la diversité. Et moi, je remarque que ces jeunes de la diversité ne sont même pas de leur culture originelle. Ils sont de la culture du capitalisme. Oui, oui, bien sûr. C'est là une des originalités de mon livre. J'essaie de faire des ponts. Parce que diviser les gens, bon, il faut les... De toute façon, nous sommes les divisés. Hein, c'est la tour de Babel, c'est la Bible, c'est pas ma faute. Donc, je dis ça à mes amis socialistes. Hein, c'est la nature humaine. Nous sommes nés dans la discorde. Hein, Abel et Caïn, deux frères Caïn. Voilà, ça, Caïn. Parce que moi, je parle avec... je vis en portugais, donc parfois mon français se glisse. Donc, depuis l'origine du monde. Hein, c'est pas notre faute. C'est pas la faute de la droite, de Radio Courtoisie, de dire qu'il y a des communautés. On est comme ça. On est divisé. On est un peu méchant aussi depuis le début. Là, vous me posez la question sur la diversité sur ces jeunes. De toute façon... ils sont déjà dans WhatsApp toute la journée. Hein. Ils sont déjà dans les réseaux sociaux toute la journée. C'est très difficile maintenant de couper avec... Ah oui, j'avais perdu le fil. Je reviens à ce que je voulais dire. Dans ce livre, je veux faire des ponts. Et au fait, ce problème, vous l'avez très bien dit, de l'assimilation, au Maroc, on le voit aussi avec les Marocains. Avec les Algériens, les Béninois le voient avec les Béninois. Parce que vous avez aujourd'hui un capitalisme qui dit aux gens, vous n'avez pas besoin de revenir aux sources. Je suis la source, je vous nourris, je vous donne Tinder, donc le sexe libre ou supposé libre, je vous donne Netflix, donc je vous donne l'imaginaire, je vous donne la globalisation, vous êtes de partout, vous pouvez vivre aux États-Unis, en France et tout ça, et vous voyez des jeunes qui... Toutes les langues reculent. L'arabe est mal parlé, même dans le monde arabe. Pas croire que tout va bien dans le monde arabe et tout ça. Hein. Vous avez... La famille recule. Même au Maroc, vous avez maintenant des vieux qui sont SDF. Avant, on n'avait pas de vieux SDF. On gardait nos vieux. Et nous sommes tous globalisés. Vous avez une épidémie de divorce au Maroc qui est extraordinaire, qui est un tremblement de terre social. Donc, au fait, vous avez une espèce de désassimilation de toutes les cultures. Et donc, nous sommes assez solidaires. Donc, au fait, le combat d'identité, ce n'est pas un combat des identitaires français contre le reste du monde. C'est comment chaque peuple peut dire non à ce capitalisme-là. On ne va pas aller faire les kolkhozes, mais déjà essayer de garder notre colonne vertébrale. Alors, Driss Ghali, l'identité d'abord, excellent livre. Moi, vraiment, j'ai beaucoup aimé ce livre parce qu'enfin, on parle un peu d'identité. Et voilà, et vous le dites très bien, c'est un problème mondial. Parce que pourquoi le capitalisme y arrive aussi facilement? C'est-à-dire que le capitalisme, c'est pas mal en soi, mais malheureusement, nous vivons sa dérive. Et pourquoi cette dérive, elle englobe tout? Et moi, je le dis souvent à un nombre de mes amis, c'est que, in fine, c'est lui qui gagne. Bien sûr. Pourquoi ? Parce qu'il est un peu comme le diable dans Faust, c'est-à-dire qu'il vient avec un message que l'on veut entendre. Exactement. Un message de consumérisme, de luxure, etc. On veut entendre et il nous fait signer contre notre âme. C'est vrai. Et on a tous signé au final. On a signé tous les jours, on signe. Tous les jours. Ouais. Ces familles qui explosent, ces espèces de drames de couple, de garde, tout ça. Parce qu'on a mis l'égoïsme à la place du sens commun. Après, on va dire la classe politique nous trahit. Ok, nous trahit. Mais est-ce que nous ne trahissons pas nos familles, nos enfants et nos vieux? Sûr. Tous les jours, nous faisons ça. On dit Macron, il a trahi. Mais est-ce que nous parlons français encore? Est-ce que nous parlons encore français? Parce que lui, il a trahi, mais est-ce que nous sommes fidèles? Alors, est-ce que c'est le capitalisme ou c'est aussi en même temps la culture technique? Parce que nous avons remplacé le business plan par nous avons remplacé l'identité par le business plan. Je vais encore parler du Maroc. Parce qu'en France, ok, on a compris. Mais pour vous dire que votre problème, c'est un problème universel. Donc n'ayez pas honte de parler d'identité, parce que tout le monde a ce problème-là. Alors que les abrutis, donc disons que les incompétents, pour ne pas être trop méchant, que les incompétents qui en général nous informent, vous disent que vous êtes des fascistes si vous parlez d'identité, ça c'est leur problème, parce ça part de leur incompétence. Mais il y a un problème international. Au Maroc,
on déverse des milliards d'euros chaque année pour refaire les trottoirs, faire le TGV, refaire les villes, refaire les plages, les corniches, planter des palmiers, tout ça. Mais le pays, est-ce qu'il change? Il ne change pas vraiment. Bien sûr, c'est pas l'Algérie, tout va bien. Ok, très bien. Mais moi, en tant que Marocain, je prétends que mon pays émerge vraiment. C'est ça, moi, je m'en fous de l'Algérie. Moi, je veux que mon pays devienne un pays où l'homme vit dignement, l'homme et la femme. C'est ça, après tout, le but. Pourquoi on s'embête à ce point? Pourquoi on paie des impôts? Pourquoi on travaille? Pourquoi... Mais le pays ne change pas. Pourquoi? Parce qu'on n'investit pas sur l'être humain. Et l'être humain marocain, il faut l'éduquer. Notre éducation va pas très bien. Et là où je veux en venir, il y a des blocages identitaires au Maroc. Nous avons un grand problème, par exemple, de corruption. Qui s'occupe de la corruption au Maroc? Personne. Alors, vous pouvez faire le TGV, vous pouvez creuser des ports, vous pouvez refaire les autoroutes. Ça marche, c'est bien. Mais vous n'allez pas débloquer le pays. Nous avons un problème de solidarité. Nous sommes des gens qui sont d'origine tribale. Les tribus une contre l'autre et les villes contre les campagnes. Parce que les campagnes marocaines étaient très méchantes, très agressives. Elles attaquaient les villes. Fès, Marrakech. Pourquoi les villes sont toujours emmuraillées? Pourquoi elles sont si belles? Pourquoi les touristes vont à Marrakech prendre des photos? Parce que les murailles des villes étaient belles, mais nécessaires. Parce que la campagne n'a pas été pacifiée, contrairement à la France. Donc, nous avons un problème de redistribution. Un problème de solidarité. Donc, comment voulez-vous que nous n'arrivons pas à tendre la main les uns aux autres? Par exemple, pour trouver un emploi, il faut souvent un piston. C'est ça qui bloque le pays, parce que le fils du pauvre, déjà, il naît pauvre dans un patelin perdu, il va à une école qui ne marche pas, en plus, même quand il a son diplôme, il faut un piston. Bah, vous avez un blocage d'ascenseur social. Ça, au Maroc, personne ne s'en rend compte. Ça, c'est un problème identitaire. C'est pas la faute de la France, pas la faute du FMI, c'est même pas la faute de l'euro, c'est pas parce qu'on va faire un TGV qu'on va régler ça. Vous voyez comment le Maroc se bloque. Et je peux faire le même raisonnement par rapport à l'Algérie, c'est empire, ou par rapport au Brésil, c'est différent. Et et ça, c'est pas le capitalisme seulement, c'est que vous avez une culture technique, HEC, Polytechnique, Harvard, où on a dit il suffit de faire un business plan où il y a un retour sur investissement. Effectivement, tu me fais une autoroute. Bah oui, il y a un retour sur investissement. Il y a quelques millions d'euros chaque année des péages. Mais est-ce que l'impact dans l'être humain, personne ne le mesure? Et d'ailleurs, il est difficilement mesurable. Il faut qu'on sorte, il faut nous décoloniser des financiers, des ingénieurs. Bien sûr qu'il faut qu'ils travaillent, mais il faut qu'ils travaillent sous la coupe de leaders qui comprennent comment fonctionne la nature humaine. Nous savons comment fonctionne un téléphone, mais nous ne savons plus comment fonctionne un être humain. Oui, mais ça, un de ces financiers, enfin, plutôt une bureaucratie, je dirais. Bureaucratie, bien sûr. Une bureaucratie technique. Voilà. Elle ne sait pas comment fonctionne l'être humain. Elle n'a même pas intérêt. Bien entendu. Ce sont des castes qui ont pris le pouvoir. C'est une administration. Quand certains parlent d'État profond, moi je pense qu'on peut aussi la définir comme une forme d'administration. Bien sûr. Et elle a pris le pouvoir. L'administration, c'est froid. C'est pas solidaire. Et l'administration ne vit que par, on va dire, des règlements qu'elle pond. Parce qu'elle n'existe que par ça, en fait. Bien sûr, à l'administration publique et privée. Parce que le privé aussi, c'est bureaucratisé. Vous allez chez... J'adore Air France. J'adore Air France. Je vole que sur Air France. En économie, évidemment, parce que nous, les auteurs, nous vivons d'eau et de pain frais. D'eau fraîche. D'amour et d'eau fraîche. Exactement. Essayez d'acheter un billet sur Air France. Vous avez, juste en écho, vous avez 4 propositions. Avec choix ou pas du siège. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Je vole en avion, c'est pour être assis. Non, il faut que j'ai le droit. Si je veux choisir mon siège, je dois payer un peu plus cher. Est-ce que je dois avoir un bagage à 12 ou 23 kilos? 4 niveaux, vous rendez. Est-ce que c'est un billet flexible ou pas? Ça c'est la fonctionnalisation du privé. Là, on a une fonction. Voilà. Parce que le type qui fait ça, bien sûr, il va avoir son bonus parce qu'il va grappiller 10 millions d'euros par an. Parce que multiplié par 20 millions de billets vendus par an. Mais c'est du délire. Et donc, vous avez. Et c'est une violence contre le pauvre client. Parce qu'on ne comprend plus la nature humaine. Le client, il ne veut pas réfléchir trop longtemps. Il veut surtout s'asseoir. On ignore la nature humaine. Et au fait, ça nous amène au drame de l'immigration. Parce que ces incompétents, pour ne pas dire autre chose, ces bureaucrates, publics et privés, ils vous ramènent un Afghan à Paris, ils vous disent qu'il va s'assimiler. Mais on est fou. Il peut s'assimiler s'il le veut, mais est-ce qu'il le peut? Et je dis ça pour un message pour tous les... on peut pas impunément importer des peuples étrangers en France, surtout s'ils viennent d'autres cultures tout à fait respectables. J'adore
l'Afghan est un guerrier magnifique. Très bien. D'ailleurs, il a gagné contre les États-Unis, avec tout l'armement et le matériel. Et contre les Soviétiques. Et contre les Soviétiques. Et contre les Pakistanais, et contre les Russes, voilà, les Soviétiques, et tout ça. Et même les Iraniens, il leur fait peur. Il faut c'est ignorer la nature humaine. Mais surtout que ce sont des peuples qu'on ne connaît pas, qui sont très... Contrairement à ce qu'on pense, les Afghans sont très mélangés. Parce que vous avez des types asiatiques, des types indiens, enfin bref, ce ne sont pas des peuples homogènes. Et je peux vous dire... j'avais un bureau il y a quelque temps de cela au Stade de France, et il y avait un camp d'Afghans au Stade de France. Entre 2020 et 2023. Imaginez, pendant 3 ans, il y a un camp d'Afghans au Stade de France. La France. Voilà. Et je peux vous dire que si la masse des gens de ce pays connaissaient les Afghans, ils seraient très contents du reste de leur immigration qu'il a depuis des décennies. Parce que c'est vraiment totalement différent. Hein. Parce que voilà, quand on parle de tribal, là, on est vraiment dans le summum du summum. Voilà, et ce sont des connaissances de base. Et ce n'est pas du racisme, de la xénophobie, c'est de la nature humaine. Mais moi, c'est ce que dirait Lévi-Strauss aujourd'hui, un homme de gauche. Moi, j'ai fait des campagnes électorales et un jour, un Kabyle m'a dit, vous savez, ce que vous, Français, vous prenez pour de la tolérance, nous prenons ça pour de la faiblesse. Est-ce que justement, nous ne sommes pas en France devenus, parce que la technique, parce que l'argent, parce que l'embourgeoisement, parce que la laïcité aussi, on sort de notre culte, de notre culture, est-ce que nous ne sommes pas devenus en fait des faibles? Et est-ce que les gens, l'immigration qui nous regarde, ne nous respectent plus à cause de cela? Oui, alors bien sûr. Alors, de toute façon, il y a plusieurs immigrations. C'est ça le problème avec l'immigration, c'est qu'il y a plusieurs immigrations. Il y a des peuples avec lesquels vous avez des contentieux historiques. L'Afrique du Nord, on se fait la guerre depuis 1400 ans. Depuis que l'islam a pris l'Afrique du Nord. Avant, c'était Rome qui dominait la Méditerranée. Il y avait le Nord et le Sud étaient romains. Depuis l'arrivée de l'islam, c'est terminé. Mais vous avez des peuples avec lesquels vous n'avez pas vraiment de contentieux. Les Arméniens, même les Chinois, les Cambodgiens, même les Africains. Il n'y a pas de contentieux historique entre la France et l'Afrique noire. Il y a une grande distance culturelle, mais vous n'avez pas de djihad, de corsaires, de barbaros, tout ça. Donc il y a plusieurs immigrations. Mais si on prend l'immigration de manière générique, au fait, personne ne comprend que vous ayez renoncé à défendre vos enfants et votre culture. Parce que tout le monde, de par le monde, défend ses enfants et sa culture. Et quand on a une pénurie, parce que la France n'est plus un pays riche, hein, il faut le dire à nos ONG immigrationnistes et à LFI, quand on a une pénurie, eh bien, on privilégie ses propres vieux, ses propres gosses sur les gosses étrangers. Et tout le monde, ils vous respecteront quand vous faites ça. Ça s'appelle ça de la bonne gestion. Maintenant, d'où vient cette faiblesse? Je pense qu'il y a 2 raisons de la faiblesse liées. La première, c'est qu'il n'y a plus d'identité française. Donc, il n'y a plus de souffle dans les poumons. Quand vous avez les poumons qui ne fonctionnent plus, vous êtes faible. Vous êtes apathique. On se fait taper dessus, on fait rien, on sait qu'on se fait taper dessus, mais on fait rien. On réélit des abrutis qui nous... Voilà. Il n'y a plus d'identité française parce que vous vous rappelez ce que vous êtes, vous n'acceptez pas qu'un petit voyou prenne le contrôle d'une cité. Mais t'es qui, toi? Moi, je suis là depuis 2000 ans. Même moi, français de branche, donc moi, je suis là depuis 10 ans. Mais comme je me suis assimilé, je prends pour moi Charlemagne, Napoléon, Léon Blum. Pourquoi un enfoiré, pour le dire comme je le pense, peut dominer une cité? Et c'est pas à lui, c'est à moi. C'est à mes ancêtres. Mes ancêtres ont fait ce pays. Et tu vas pas me dire que moi, que les ouvriers de Renault ont fait la France. Les ouvriers algériens, marocains de Renault ont travaillé. Ils ont été payés. Est-ce qu'ils ont été maltraités? Peut-être. Mais ils n'ont pas fait la France. La France a été faite bien avant. D'accord? C'est les Français qui ont fait Renault. Pour qu'il y ait des ouvriers. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, mais ça, on a oublié l'identité. Donc, on a oublié ça. Et autre chose, on est faible parce que nous avons, il y a eu un coup d'État des enfoirés. C'est-à-dire que nous avons les bons, on vidé les espaces, tous les espaces importants, ONG, télévision, entreprise, État, tout ça, ça a été colonisé par des médiocres qui nous maintiennent dans la faiblesse. Mais justement, d'où vient cette fameuse légende? Moi je parle à ces jeunes de la diversité qui, au demeurant, individuellement, sont très sympathiques et tous disent nos grands-parents ont libéré la France du nazisme. Ils disent tout ça. Bon,
Ok. Et deuxième chose, nos grands-parents ont reconstruit la France et ils en sont persuadés mordicus. Ouais, Hein. ouais, bah ça c'est C'est pas quelque chose qui leur vient comme ça. Non, ils en sont sûrs. Et je pense même que ça va au-delà de l'esclavage et de la colonisation. c'est possible, c'est possible. Bah, comme je vous dis, l'identité c'est un problème mondial. Parce que ce sont des gens, eux aussi, ils souffrent d'un problème identitaire. Ils ont oublié leur identité. Pourquoi ils sont en France? Parce que leurs parents n'étaient pas contents du Maroc, de l'Algérie, de la Tunisie, de l'Égypte, de l'Afghanistan et du Mali. Parce que si ces pays que je viens de citer, et tant d'autres que j'ai oubliés, je ne peux pas tous les citer, avaient bien traité leurs grands-parents, ils n'auraient pas immigré. Personne ne veut vivre l'hiver lillois, ni travailler chez Renault. Hein. Tout le monde veut rester avec sa grand-mère, sa mère. Voilà. C'est- c'est- il faut qu'ils comprennent que, d'abord, ils sont des victimes de leur pays d'origine. Alors qu'ils sont en train de dire, oui, le bled, c'est magnifique. Le bled, ils ne le connaissent pas. Ils vont au Maroc, en Algérie, l'été. Bah, tout va bien l'été, hein, tout le monde a relâché. Hein, tout va bien l'été. Tout va bien quand tu as des euros en poche, tu peux acheter tout ce que tu veux. Hein. Tout le monde te traite bien. Ah, c'est pas une question de... Sur cette affaire-là de la guerre et tout ça, la gauche est passée par là. Parce que en banlieue, les profs leur disent, hein, la droite, c'est pas bien, Vichy, c'est pas bien, les Goumiers ont libéré l'Europe. Non, les Goumiers ont un rôle fondamental dans certaines batailles, mais vraiment fondamental. Mais ils ont été d'abord commandés par des Français. Et c'est un rôle important, mais c'est pas. Enfin, les Français aussi se sont battus. Hein, ça, c'est important. Deuxième point, sur la reconstruction, elle a été faite par des Français. D'ailleurs, je crois que c'est Jacques Marcel ou Daniel Lefebvre, je ne me rappelle plus. Ils ont montré que le patronat français, quand il voulait des travailleurs immigrés, il ne voulait pas les Maghrébins. Il voulait les Portugais et les Polonais. Pour des raisons de productivité. Je ne juge pas, c'est ce que disaient les patrons. Donc nous avons des courriers. Parce que le ministère du Travail écrivait à la régie Renault, à Peugeot, il leur disait, les gars, mais les Algériens, vous en faites quoi? Ils disaient, non, on ne veut pas. On préfère les Portugais. Envoyez-nous des Polonais, envoyez-nous. Bon. Et on a obligé les patrons français à prendre des Algériens pendant la colonisation, entre 54 et 62, et après la colonisation. Il y a eu des points, il y a eu des bonus-malus s'ils ne prenaient pas des Algériens. Maintenant, ils sont arrivés en France, ils ont travaillé, mais je dis, ils ont été payés. Ils ont été logés. Tant mieux. Je veux dire, mais ça, c'est l'ignorance collective. On ne fait pas la France qu'en faisant des voitures. Enfin, un pays, c'est un souffle. C'est qu'est-ce que nous, la diversité, moi, je suis marocain. Bon, je ne vis pas en France, mais je serais de la diversité vraiment en France, binationale, installée. Très bien, mes grands-parents ont fait Renault, très bien. On travaille chez Renault, très bien. Les mines du Nord. Moi, mon grand-père était 4 ans en Stalag, en Allemagne. Hein, 4 ans. Donc, il a donné ses meilleures années à la France parce qu'ils étaient prisonniers de guerre des Allemands. Très bien, mais là, ces derniers mois, qu'est-ce que moi, je peux faire, du haut de mes 40 ans, pour aider les Français à lutter contre ce qui leur tombe dessus? 3 000 milliards de dettes. Des industries. Qu'est-ce que je peux faire, moi? Comment je peux aider les Français à retrouver Dieu? Moi, le musulman, qu'est-ce que je peux dire à un Français de souche? Comment je peux le convaincre de retrouver, d'aller à son église? Ou même s'il se convertissait à l'islam, pourquoi pas, moi, je sais pas. Qu'il y trouve le bonheur. Parce que juste critiquer, c'est très facile. Consommer, très facile. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que la France redevienne un pays riche? Moi, en tant que musulman, en tant que tchétchène, en tant que russe, en tant qu'arabe, ça, c'est difficile. Et c'est ça qu'il faut faire. On n'a pas besoin de leçons maintenant. Bien sûr. Alors, Driss Ghali, l'identité d'abord, lettre ouverte d'un immigré aux Français qu'ils ne veulent pas disparaître. J'ai l'impression aussi, déjà, il y a une haine de soi dans notre pays, et ce sous-titre, j'imagine, c'est que il y a quand même des gens qui ne sont pas français ou pas français de souche, et qui malgré tout aiment la France autant que les Français enracinés. Il y a beaucoup même d'étrangers qui aiment la France. La France est encore aimée. Bien sûr, la France est encore aimée, elle est encore aimable. La France est encore aimable. Ce pays, par son bilan, ce pays a inventé l'aviation, il a inventé la voiture, il a inventé probablement le nucléaire civil. Enfin, quand même, c'est pas n'importe qui, ce pays. Parce qu'elle est encore aujourd'hui la solidarité française. Et ce pays est quand même globalement gentil. On dit tellement de mal. Ils sont malheureux. Les gens font la gueule parce qu'ils n'ont plus d'identité. Ils ne croient plus en Dieu. On les a largués au marché et à l'État. Ça y est, on les a damnés. Voilà. Ils sont maudits parce que ni la consommation ni l'État ne vont vous donner un sens à la vie. Ce n'est pas leur job d'ailleurs. Ce n'est pas leur job. Ce n'est pas au CAC 40 de me dire qui je suis et pourquoi je vis. Voilà.
Mais ces Français sont globalement sont très gentils. Vous avez un peuple qui n'est pas raciste. Vous allez aux États-Unis. J'adore les États-Unis, grand pays, Trump, tout ça, on adore. Mais ce peuple, il est rongé par le racisme. C'est pas le racisme comme on l'entend chez SOS Racisme ou chez les filles. C'est la conscience de race. L'Américain, même latino, est conscient qu'il est latino. Et il vous le dit, je suis latino. Il porte un badge. Le noir américain, il est d'abord noir avant d'être américain. Le blanc américain, il est blanc avant d'être américain. Donc vous avez une ambiance qui est tout à fait toxique. Moi, je préfère de loin la France. Parce que malgré tous nos défauts, Vichy, tout ce qu'on a fait, tout ça, d'accord, nous arrivons encore à... Nous avons l'envie d'assimiler. Est-ce qu'on va assimiler? J'en sais rien. C'est compliqué. L'assimilation, c'est comme un mariage. C'est un peu un coup de poker. Hein. Ça peut marcher, ça, un divorce, tout ça. Mais l'assimilation, c'est comme quand vous faites un enfant. Vous lui transmettez ce que vous voulez, ce que vous pouvez, mais vous savez pas ce qu'il va devenir. Hein. Il a sa propre vie. Et donc, la France est encore aimée. Il faut qu'elle s'aime. Hein. Mais pour qu'elle s'aime, il faut qu'elle se connaisse. Et le but de ce livre, c'est de dire, les gars, connaissez-vous et assumez vos hontes. Il n'y a aucun problème, parce que moi, je n'aime pas ces thèses de dire tout va bien en France. Non, douce France, d'accord, je vais traîner, tout ça. Mais il y a aussi un côté négatif. Il faut l'assumer. On est des hommes, on n'est pas des dieux. Pourquoi on l'assume pas? Qu'est-ce qui fait qu'on l'assume pas aujourd'hui? Parce que on ne sait plus ce que c'est qu'un être humain. On a réduit l'être humain à l'homo economicus. Bah, l'homo economicus, il a que des qualités. Il travaille, il est dans la compliance, il obéit, il consomme, il part en vacances. Il est unidimensionnel. Or, l'être humain, il est pluridimensionnel. Moi, vous, tous, ici, nous sommes programmés pour tuer à main nue. Je l'apprends à ceux qui... Ouais. Nous sommes programmés pour intriguer. Nous sommes agressifs. Nous sommes fanatiques. Nous sommes machos. Voilà. Nous sommes xénophobes. Parce que mon territoire, ton territoire. Et ça, ça c'est la générale. Chaque peuple a sa zone d'ombre. En France, on est un pays de guerre civile. Les protestants contre les catholiques, la gauche contre la droite, c'est devenu un truc de dingue. On n'arrive même plus à se parler, c'est pas normal. C'est à croire qu'on est entre Ukrainiens et Russes. Alors que la République nous dit qu'on n'a pas de communauté. En réalité, elle a communautarisé ce pays. Hein. Elle a tribalisé le pays. La communauté, encore, c'est un mot qui peut être positif. On a tribalisé le pays. Vous avez aujourd'hui la tribu de la gauche qui défend tous les gauchistes. Hein. Dès que tu touches un, tu as tout le monde derrière toi. Tu as la tribu de la droite qui, avec cette multiple tribus, c'est une droite plurielle, hein, souverainiste, là aussi, qui parlent entre eux. Et il n'y a plus de sens commun. Il n'y a plus de nation. Les paysans, on a fait des Mohicans comme si c'était des extraterrestres ou nos Indiens à nous, alors que ce sont des Français. Voilà, les Parisiens contre tout le monde, on a tribalisé les gens. Alors, j'ai nombre de questions qui arrivent d'auditeurs. Je vais les poser, mais avant ça, vous avez dit un mot, donc faut que je rebondisse dessus. Vous avez parlé de souveraineté, souverainisme. Il y a aussi justement à droite ce grand combat, j'ai l'impression fratricide, entre l'identité et la souveraineté. Et Bien les sûr. uns disent non, il nous faut la souveraineté, l'autre disent non, c'est l'identité. Vous comprenez cette bataille? Oui, mais en fait, c'est normal. Et le livre fait la synthèse. L'identité permet la souveraineté. D'abord, le mot souveraineté, personne ne le comprend. Personne ne le comprend. Personne. Il faut dire l'indépendance, l'autonomie ou la puissance. Parce que si tu n'es pas puissant, tu ne peux pas prendre de décision. Tu ne peux pas dire merde à Ursula. Tout simplement. Ou oui à Orban, ou à Poutine, ou à Trump, ou à Maduro. Voilà. N'est libre, donc n'est souverain, que celui qui est puissant. Si je suis par terre, je n'ai aucune souveraineté. Donc parlons de puissance, parlons d'indépendance. Pour être puissant, donc indépendant, il faut utiliser toutes ces forces. Eh bien, pour utiliser toutes ces forces, il faut savoir ce qu'elles sont. Quelles sont-elles, mes forces? Ça veut dire qu'il faut savoir son identité. Qu'est-ce que c'est que l'identité? On peut la définir comme un ensemble de forces et de faiblesses. Moi, je ne suis pas Mike. Moi, je ne sais pas nager, je ne saurais jamais nager. Moi, je ne sais pas monter un placard. Mais j'ai d'autres compétences. Si moi, je m'amusais à apprendre à nager, je pourrais l'apprendre. Mais je mettrais 10 ans. Je serais un mauvais nageur. Je ferais mieux de continuer à faire mes livres, modestement, pour me payer un maître nageur le jour où je vais à la plage. Ou me faire une piscine à 1,50 m. Vous voyez ce que je veux dire? Or, nous sommes faibles, donc pas souverains, parce que les Français sont plus français. On se prend pour des Américains. Macron a dit la Startup Nation, mais il est fou. Nous ne sommes pas un pays de start-up parce que nous ne sommes pas des libéraux. Les Anglais ont inventé le libéral. Nous sommes un pays d'artisans, de paysans, d'ingénieurs. Nous, il nous faut des inventions, recherche fondamentale.
Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire de start-up, mais on ne peut pas faire. C'est pas ça notre projet. On se plante tout le temps, on se plante parce qu'on a oublié qui nous sommes. Et donc, la synthèse de ce livre, c'est de dire à nos amis souverainistes, à nos amis identitaires, l'identité toute seule ne suffit pas. Parce que c'est un peu de la masturbation. Ok, je suis face au mur, je suis face au miroir, je suis à poil. Très bien, je m'admire. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça? À un moment, il faut s'habiller pour aller au combat. Parce que les Chinois, les Chinois, ils sont au combat, les Africains, ils sont au combat, les Américains sont revenus au combat. Tout le monde se bat. Il n'y a que nous qui sommes en train sur le divan depuis 40 ans. Donc, quelle armure je mets? C'est la souveraineté. C'est la puissance. Et je ne peux pas mettre une armure XL si je suis small, S. Vous voyez ce que je veux dire? Les deux vont ensemble. Et les droites ont du mal à articuler ça. Parce que nous n'avons, je vais dire ça, je vais être un peu arrogant, nous avons un problème intellectuel, nous avons très peu d'intellectuels de grande valeur, et nous avons, malheureusement, parce que nous avons beaucoup de Jacques Attali et de BHL qui sont des techniciens, qui me disent le business plan, l'Europe, non, on s'en fout. Dis-moi qui je suis. Après, on verra. Les problèmes techniques, Et puis, il faut dire aussi une chose, ouais. À droite, et je vais mettre un pavé dans la mare, je suis désolé, mais ça ne travaille pas beaucoup. Peut-être. Ça ne travaille pas beaucoup. Et il faut à un moment donné dire les choses. Alors ça va pas plaire, j'imagine, à certains de nos auditeurs, j'en suis désolé, mais ça ne travaille pas assez. Par exemple, tiens, vous avez vu, vous, des journalistes à droite, ou même si la nouvelle génération commence à revenir, sur le terrain? Très peu, c'est vrai. Et même des militants, même le militantisme de terrain n'existe plus. Vous allez dans n'importe quel marché de Paris, de banlieue, de province, vous verrez le gars là de la gauche avec son magazine rouge, peut-être tout seul parfois même, mais ils ont foi en plus dans ce qu'ils font, dans ce qu'ils disent. Et nous-mêmes avons perdu la foi dans nos idéologies. C'est vrai. Et puis alors pour nous défendre un petit peu, on a été beaucoup trahis par nos chefs. Hein. On a été beaucoup trahis par nos chefs qui ont accepté qu'on se fasse battre. On s'est tous fait stigmatiser, parce que c'est pas que Jean-Marie Le Pen qui s'est fait stigmatiser. C'est nous tous. Même si moi, je suis pas forcément du RN, mais c'est nous tous. Tout le patriotisme a été nazifié. Je pose la question au RN actuel. Hein, le mort, il est mort, Dieu ait son âme. Où sont vos radios? Où sont vos télévisions? Où sont vos journaux? Où sont vos maisons d'édition? Où sont vos subventions pour les auteurs? Moi, je serais le RN, ou d'autres partis de droite, LR et autres. Un type comme moi sort un livre comme ça, mais j'en achète 2000 pour l'aider. Parce que moi, je fais le boulot. Eux aussi font le boulot. Je ne dis pas que moi, je veux... Mais on ne gagne pas tout seul. Or, nous avons des partis de droite qui jouent tout seuls. Et qui ont... Ou qui se soumettent à la gauche pour être dans une respectabilité. Voilà. Qu'ils soient eux respectables, qu'ils nous laissent nous faire casser la gueule. Mais il faut qu'ils nous aident. Je ne demande pas de la subvention, mais je donne des exemples. Il n'y a pas une maison d'édition de droite. Il y a des éditeurs de droite qui survivent. Mais bon, il n'y a pas un journal de droite. Il y a le Figaro, est-ce qu'il est encore à droite? Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est leur boulot. Donc c'est normal que nous ayons perdu l'habitude du combat. Parce que nos chefs, est-ce qu'ils montent vraiment au casse-pipe? Moi, j'en doute. Parce que moi, je vois des chefs, même de la droite dite extrême, qui, moi, très sincèrement, moi, je serais de droite, je serais un chef politique, je n'accepterais pas de me faire maltraiter par Apolline de Malherbe. Ou par Bourdin, ce ne sont pas des interviews, ce sont des inquisitions, ce sont des interrogatoires. Mais attends, mais je suis patron d'un parti politique. Parce que si elle fait ça à moi, qu'est-ce qu'ils vont faire à mes ouailles? Donc, nos chefs ne se battent pas assez. Donc, c'est pour ça que nous sommes aussi comme ça. On n'a pas vraiment de modèle. Et puis, nous avons aussi autre chose. Là aussi, je vais défendre un peu les militants. Nous sommes tellement... Enfin, moi, nous sommes tellement en colère que nous sommes un peu paresseux. Parce que, franchement, quand tu vois les faits divers qu'il y a en France, et que tout le monde s'en fout, Lola a été sacrifiée. Enzo, Timothée, même des musulmanes, hein, Shemseddine, on lui a cassé la gueule à coup de... Je sais pas quoi, à coup de bâton. Enfin, et tout le monde s'en fout. Ça crée une telle colère, et la colère, eh bien, on croit qu'elle est suffisante. En fait, la colère n'est pas suffisante. Il faut qu'on bosse. Et clairement, je suis totalement d'accord. Alors, on va continuer la discussion et je vais lire les commentaires de nos auditeurs qui sont nombreux. Mais avant ça, le Bobino.
À vous d'être si nombreux comme toutes les semaines. N'oubliez pas, voilà, soutenez Radio Courtoisie. On est, je pense, la seule radio qui représente toutes les droites. Nous ne voulons pas avoir de publicité d'annonceurs et de grandes firmes qui nous mettraient des menottes sur la liberté d'expression. C'est vous, c'est votre radio, c'est vous qui la financez et ça nous permet de donner justement la parole à des amis comme Driss Ghali qui a publié ce dernier livre, excellentissime livre, L'identité d'abord, lettre ouverte d'un immigré aux Français qui ne veulent pas disparaître. Alors auditrice, monsieur Driss Ghali semble parler bien mieux de la France que beaucoup de Français de souche. Merci, c'est madame. Gentil. Alors, les Français de souche savent très bien qui ils sont. Selon la formule de De Gaulle, un peuple de race blanche, des cultures gréco-latines et de religion chrétienne. Alors que les Juifs et les Arabes sont avant tout des Sémites et les métissages d'autres peuples sont avant tout voulus pour effacer les identités. Comme le disait Sarkozy dans son discours de 2008, le métissage n'est pas une option mais une obligation. On peut en parler, oui. Alors, le métissage, on peut en parler. Moi, je suis ni pour ni contre. Dans mon couple, je l'ai fait. Mais je sais que le métissage, c'est une route sans retour. C'est un chemin sans retour. Hein. Parce qu'on va pas, quand l'enfant il est né, on ne va pas l'euthanasier et dire voilà. Non. Donc, il faut bien être conscient de ça. Et il faudrait à la limite un référendum, à la limite. Parce que si on veut devenir comme des Brésiliens, il faut qu'on sait ce que c'est que le Brésil et que c'est irréversible. Sur l'histoire de peuples chrétiens, de blancs et tout ça. Très bien. Mais c'est pas suffisant. Parce que si les Français se souvenaient de qui ils sont, ils n'auraient jamais accepté le projet européen. Mais depuis quand on se fait commander par les Allemands? Depuis quand? Depuis quand on accepte que notre capitale soit Bruxelles? Depuis quand on renonce à la Constitution de 1958? On y a renoncé. En disant que les normes européennes sont supérieures aux normes françaises. On a oublié notre identité. Parce que nous ne sommes pas que blancs et chrétiens. Nous sommes indépendants. Bon sang. On n'a pas expulsé les protestants. On n'a pas brûlé les cathares. On n'a pas maltraité les Bretons, les Corses, les Gascons. On a humilié tous les patois régionaux. Pour faire quoi? C'était quoi le prix à payer? Pour devenir une grande nation. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a tout donné aux Allemands. C'est ça l'oubli identitaire. Moi, je vois, je vais dans les magasins et tout est écrit en anglais. On reçoit des awards, on reçoit des goodies. Mais attends, mais on n'a pas fait Vauban, Richelieu pour parler comme les Américains. Sinon, parce que la France a pris... C'est pour ça que je dis l'identité, c'est pas que c'est la peau, et c'est très important, la culture. Enfin, moi, je crois qu'il existe des races. Hein, je sais surtout pas moi qui va dire que... D'ailleurs, moi, je n'échapperai jamais à ma marocanité, jamais. Sauf si je suis un peu bourré. Hein. Quand j'ai des caipirinhas, je peux me prendre même pour une femme avec des bigoudis, des seins. Oui, mais ça reste un moment de délire. Quand j'ai mon esprit avec moi, je sais qui je suis. Et c'est en sachant qui je suis que... Voilà. L'identité française, si on regarde le côté historique, vous êtes un peuple qui a pris le chemin le plus long. Vous avez voulu être industrialisé et en plus être un grand pays qui rayonne. Et vous avez pris le chemin le plus long, vous avez dit non à Dieu. Vous avez tué le roi et toute l'église en 1789. Voilà. Nous l'avons tué, même si nous sommes innocents, ce crime-là, nous l'acceptons parce que nous sommes assimilés. Très bien. Parce que tous les peuples ont commis des crimes. Hein. Les Américains ont tué les Indiens, les Chinois ont tué les Tibétains, les Arabes, nous on a massacré les Kabyles, les Berbères, puis on les a obligés à... Enfin, tout le monde, il n'y a aucun peuple innocent. Donc le crime... voilà. Donc nous avons pris le chemin le plus long. Parce que d'autres peuples n'ont pas fait ce chemin-là. Les Américains ont gardé Dieu et la religion, parce que ça permet d'aller vite. C'est un software qui est open source, qui est là. Nous, on a fait le chemin plus long pour accéder à la puissance. D'autres peuples ont pris... Donc, et là, on l'a oublié ce chemin-là. On a oublié que nous sommes le peuple un peuple puissant. On est devenus des amis des Allemands. On a oublié qu'on était un peuple puissant chez soi. Donc là, n'importe quel voyou venu d'étrangers viole nos femmes, et nous on dit oui, victime des inégalités, on n'y peut rien. Voilà. Et nous avons oublié que nous sommes donnés du mal. Nos anciens nous sont donnés du mal. Et nous annulons tout ça aujourd'hui. Parce que sinon, on aurait été comme la Belgique ou la Bulgarie ou la Suisse. Hein, on a pris le chemin le plus long et c'est pas pour le diluer, pour le liquider aujourd'hui. C'est ce que nous faisons.
Autre question d'auditeur, il y a un retour du panafricanisme en Afrique, au Burkina Faso avec Ibrahim Traoré, le Mali et le Niger qui ont formé une association entre eux dont la devise est la patrie ou la mort, nous vaincrons. Ils souhaitent lutter contre l'islamisme soutenu par l'Occident. Tiens, voilà. Le Burkina et le Mali et le Niger disent voilà la patrie ou la mort. Ouais. C'est drôle parce que à gauche, on vénère justement ce patriotisme étranger. Bien sûr. Et on se bat contre le patriotisme national. C'est quand même bizarre, ça. Oui, bah, la gauche a fait un pacte faustien. Elle a juré notre disparition. Et d'où son amour d'un certain islam, sa tolérance envers les talibans. Moi, j'ai les bras m'en tombent quand je vois que la gauche, l'Union européenne, salue l'arrivée d'Al-Qaïda en Syrie. Mais c'est n'importe quoi. Mais si c'est pour faire ça, c'est pas la peine de m'avoir emmerdé, moi, Marocain, en me disant laïcise-toi. Non, attends. Comment voulez-vous qu'un musulman de France se francise, s'assimile, si nous, on appuie Al-Qaïda, on va la financer. L'Union européenne va donner 200 millions d'euros au gouvernement syrien, c'est-à-dire à Al-Qaïda. Effectivement. Alors, sur nos amis africains, petite blague au passage, l'union des juntes militaires qui ont pris le pouvoir par coup d'État au Burkina, Niger, Mali, et je ne sais plus encore, je crois que la Guinée-Conakry, c'était un projet dans les cartons de la France coloniale. C'est De Gaulle qui a dit non et certains Africains. Parce que la France et l'Afrique noire, c'est une histoire d'amour. La France est partie, l'Afrique voulait rester dans un empire aménagé, réformé, sans racisme, sans hiérarchie des races, mais les Africains voulaient rester dans l'Union française. Et De Gaulle a dit non, moi j'ai pas le temps, je vais faire l'Europe. Je vais faire le couple franco-allemand, moderniser la France. J'ai pas le temps de. Et il leur a dit, les gars, si vous voulez, vous pouvez rester. Vous n'êtes pas. Il leur a dit, le Mali n'est pas viable comme pays parce qu'il n'a pas de mer. Le Niger pareil, le Tchad pareil. Faites une union entre vous et la France peut vous aider. Léopold Sédar Senghor, le Sénégalais, dit oui, je marche dedans. Mais d'autres ambitieux qui ont leur raison, comme le président du Mali dont le nom m'échappe, comme Houphouët-Boigny, le président de la Côte d'Ivoire, il a dit, Houphouët-Boigny, médecin. Président de la Côte d'Ivoire, il a dit, moi, l'Ivoirien, moi je dors sur de l'or, ça s'appelle le cacao. Je ne vais pas donner mon cacao aux Maliens, aux Burkinabés, dans une union. Il a dit, je veux la Côte d'Ivoire pour moi. Et donc le projet est mort en 60. Et là, nos amis putschistes vont refaire le projet. Parce que finalement, les idéologies passent, la réalité géographique reste. À nos amis, les putschistes là, j'espère qu'ils utiliseront leur identité pour se développer. Parce que s'ils nous refont encore du victimisme à la Martin Luther King, enfin, à la Malcolm X ou à la LFI, c'est mort. Parce que j'adore, je les écoute. J'aime bien le côté viril et le côté parachutiste. Hein. Nous avons chacun nos défauts. Il y en a qui préfèrent des joueurs de foot. Moi, je préfère voir un para. Moi, je préfère voir, je vais encore faire plein d'amis, je préfère voir un noir digne qu'un noir avec les pantalons qui tombent dans un clip de rap. Je préfère voir un para, capitaine de para, propre sur lui, qu'un rappeur avec des dents en or. Je préfère voir un noir musulman Tijani du Sénégal qu'un noir qui sur une moto en train de fumer du cannabis dans un clip de rap. Moi, je préfère ce noir-là digne. Je dis la même chose de mes amis arabes et tout ça. Donc, j'aime bien leur dynamisme, mais j'entends parfois certains commentaires de leur part. J'en entendrai Mélenchon. La France. Bon. Donc, j'espère qu'ils vont se mettre au boulot. Et se mettre au boulot, c'est pas, je dis comme pour le cas du Maroc, c'est pas faire des autoroutes. C'est dire, moi, en tant que noir africain burkinabé, qu'est-ce que je dois débloquer dans mon psychisme pour que le pays se développe? Et la réponse, je ne l'ai pas moi je ne suis pas burkinabé, c'est eux qui l'ont. Tiens, merci. On me cite Maurras. La brève destinée de ce qu'on appelle la démocratie dans l'Antiquité m'a fait sentir que le propre de ce régime n'est que de consommer ce que les périodes d'aristocratie ont produit. La production, l'action demande un effort puissant. Bien sûr. La consommation est moins exigeante. Le tumulte et la routine ne l'entravent beaucoup. Charles Maurras, l'avenir de l'intelligence. Il a raison. Parole. Il a raison. Malheureusement, ça s'est mal terminé cette histoire, malheureusement, avec la Seconde Guerre mondiale. Mais il avait tout à fait raison. Et la démocratie n'est qu'un instrument. Malheureusement, en Occident, nous avons fait la fin des fins. Nos amis asiatiques sont en train de réussir de se développer. Pas forcément démocratiquement, mais en tout cas, ils font des élections, mais pas pour faire des élections. Ils font des élections parce que ça permet l'alternance, ça permet d'éviter la guerre civile. Mais l'essentiel, c'est-à-dire le gouvernement des meilleurs, ils le font.
Nous avons intronisé des enfoirés, comme je dis dans ce livre, démocratiquement. Parce que ce qu'on oublie dans la démocratie, c'est que ce n'est pas le gouvernement des meilleurs, c'est le gouvernement des plus populaires. C'est vrai. Voilà, le gouvernement des plus populaires. Donc, les plus populaires, ils nous ont mis 3 000 milliards de dettes. Des populaires créés par la puissance médiatique. Puissance médiatique. 3 000 milliards de dettes, ils vous ont créé un peuple étranger en France. Bon courage pour le régler. Moi, je n'ai pas la solution. J'ai quelques solutions, bien sûr, mais j'ai pas. Je vous dis tout de suite, ça va être extrêmement difficile. Mais la solution n'est pas démocratique. Certainement pas. Et c'est malheureux de le dire, et les gens ne veulent pas le comprendre. Parce qu'en fait, pourquoi aussi ça va mal ? C'est parce que la solution n'est pas démocratique et n'est pas liée à l'état de droit. Elle est hors de tout ça. Alors, les mauvaises langues vont croire que nous appelons à la sécession, à la subversion ou autre. Non, nous sommes juste dans le pragmatisme. C'est-à-dire que, je lis dans le livre, une musulmane qui porte le voile au nom du féminisme, elle a raison. Dans son monde à elle, l'argument est recevable. Alors moi, en tant que Français assimilé, blablabla, Marocain, culture française, je dis que c'est une catastrophe pour la France. Mais il y en a qui portent le voile par féminisme. Parce que c'est un choix. La servitude volontaire, c'est la Boétie qui l'a dit. Volontaire, la servitude. D'accord ? Et nous... Donc c'est pour ça que la démocratie va nous tuer. Parce que qu'est-ce que vous répondez à quelqu'un qui vous dit ça ? Je porte ça par... Il n'y a aucune réponse. On est foutu. Mais il faut revenir à Richelieu qui va à La Rochelle, en gros, ou c'est ça. Louis XIV sur l'édit de Nantes. Voilà. Sinon, si vous écoutez le désiderata de chacun et que vous vous mettez à le cogiter, à philosopher, machin, c'est du temps, de l'argent et c'est foutu. Au fait, il y a des choses. Nous devons réapprendre qu'il y a des choses qui ne sont pas discutables. Il y a des choses qui ne sont pas discutables, notamment le bien commun et notre identité. Alors l'identité, il ne faut pas non plus la figer, mais il y a des choses, parce que dès que vous ouvrez la discussion, c'est comme avec un adolescent, dès que vous commencez à discuter, c'est foutu, parce qu'il pourra avoir raison. Et autre chose, pour nous rendre ça facile, je vous rappelle que pendant le Covid, nous sommes allègrement assis sur la démocratie. Nous sommes devenus une dictature totalitaire, nous avons vacciné les gens malgré eux, avec des trucs expérimentaux. Nous nous avons obligés à se voiler la face, ça s'appelle le masque. N'oublions pas, nous avons été des islamistes pendant le Covid, collectivement, au nom de la science et du Conseil de défense et de Macron. Nous n'oublierons pas. Positivons ça. Donc, au fond, nous-mêmes, nous savons que la démocratie, ce n'est qu'un instrument. Quand on a peur, on l'a mis, on s'est assis dessus. Moi, je ne comprendrai jamais ce qui s'est passé en mars 2020. J'ai vu les Occidentaux qui, non les Marocains, ils nous ont emmerdés pendant 20 ans pour la démocratie, à juste titre. Parce que nous avions la torture. Nous avions Tazmamart au Maroc. Et c'est grâce à la gauche française, d'ailleurs, à Amnesty, que c'est terminé. Tant mieux. Et j'ai vu les Français s'asseoir dessus. En un mois. Mes amis français m'ont dit, mais tu es fou de ne pas vouloir porter le masque. Parce que moi, le confinement, je ne l'ai jamais accepté. Je leur dis, mais les mecs, vous m'avez enseigné la démocratie. Et maintenant, vous me dites que je ne dois pas sortir de chez moi, vous êtes dingue. Bon, en fait, donc nous savons le faire. Bonjour à tous, votre invité parle d'or. Une question toutefois. Est-ce que son esprit critique s'appliquerait aussi au Maroc ou bien comme quantité d'intellectuels franco-marocains qui restent étrangement muets, voire déférents par rapport à leur pays d'origine? Je pense par exemple à Attar Benjeloun ou Leila Slimani. Bravo pour l'émission. Très bonne question, très bonne question. Alors, c'est une dame ou c'est un monsieur? C'est monsieur. C'est monsieur, alors qui m'envoie des oranges, parce s'il veut que j'aille en tôle, il faut qu'il m'envoie des oranges. Et qu'il me doit une visite de temps en temps, parce que la tôle, c'est pas cool. À quelle tôle? Il y a plusieurs tôles, au sud de la Méditerranée. Dans cette émission, j'ai pris le cas du Maroc. Je dis que le Maroc, comme l'Algérie, a un problème identitaire grave. Et c'est pour ça qu'il ne se développe pas. Et nos élites marocaines se trompent, se vont droit dans le mur, en ignorant le marocain. Parce que dans les pays du Sud, on adore le matériel, mais on ne fait pas la maintenance. Vous allez en Côte d'Ivoire, vous allez au Sénégal, on vous fait des salles de conférences magnifiques, mais la clim ne marche pas parce qu'on n'a pas changé le filtre. Parce qu'on s'en fout, c'est culturel. Bien, on fait pareil pour l'être humain. On préfère l'éléphant blanc, le grand stade, Yaoundé, la capitale au fait de Boigny, là j'ai oublié le nom, plein magnifique. Yaoundé? C'est pas Yaoundé, c'est Yamoussoukro. Oui, Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, Yamoussoukro. On fait des villes nouvelles, des smart cities. L'Afrique est remplie de smart cities. L'Afrique anglophone, lusophone, francophone. Mais on oublie les gens. Vous allez au Maroc, les gens n'ont pas... Les
Les gens n'ont pas de dents, souvent, enfin les pauvres. Mais les routes sont magnifiques. Moi, je voudrais que les routes soient magnifiques et que les gens aient des dents. Maintenant, donc moi, je n'ai pas ce problème-là. Mais la dame a raison. Mais là, c'est un autre sujet. Les binationaux, nous faisons partie aussi du problème. Parce que nous disons, comment dire, je vais essayer de le dire, parce que je ne veux pas parler de dire du mal de Tahar Ben-Jelloun, Leila Slimani, qui était une collègue on était au même lycée. Nous cherchons, comment dirais-je, on a comme l'impression, je veux dire, concernant les binationaux, surtout, pour moi, il y a 3 pays qui se dégagent au niveau des binationaux, qui ont une forme de tolérance vis-à-vis de leur pays d'origine, et qui en plus, je ne sais pas, soutiennent toujours un dirigeant en place de leur pays d'origine. C'est les Turcs, l'Algérie et les Portugais. Ça, c'est quelque chose, je sais pas pourquoi, ces 3 binationaux ont quelque chose, des particularités, je sais pas pourquoi. Et par exemple, tiens, nous avons le président algérien, je sais pas ce qu'il vaut pour l'Algérie, mais vous avez des binationaux ici qui vont le défendre à corps et à cri, comme si c'était leur père. Oui. Ah bah, au fait, il y a beaucoup de... Je vais mettre l'épée dans le plat. Bon, dans le livre, déjà, je rassure le monsieur, dans le livre, moi, je dis ce qui va pas bien au Maroc, du point de vue de l'identité. Et j'en assume les risques, et je lui dis encore une fois, si je vais en tôle, qu'il faut aussi qu'il m'aide. Hein. Je ne suis pas Napoléon. Je dis ça pour la blague, mais à moitié. Parce que ce sont des pays, on est moins démocratique qu'en France. Hein, faut bien le savoir. C'est pour ça que vous, les Français, vous devez défendre votre démocratie. Parce que si ça explose en guerre civile, Dieu nous en garde, il n'y aura plus de démocratie. Vous allez devenir comme nous. Vous aurez du mal à dire ce que vous voulez dire. Mais le deuxième point, pour mettre l'épée dans le plat, il est vrai que nous avons une génération qui n'est pas courageuse. Parce que, encore une fois, penser contre soi, c'est très difficile. C'est beaucoup plus facile pour nous de parler de vos problèmes à vous, les Français, que pour dire nos problèmes à nous. Parce que nos peuples à nous ne sont pas tolérants. Pourquoi ils ne sont pas tolérants? Pas parce qu'ils sont fanatiques. Parce que nous n'avons pas l'habitude de penser contre nous-mêmes. Vous avez eu Descartes et l'Église. L'Église vous a dit Maxima culpa mea culpa, donc vous avez appris la culpabilité. Et Descartes vous a dit je pense donc je suis. Vous avez bu à ces 2 sources. Et donc vous avez appris l'autocritique. C'est ça qui fait votre richesse. Maintenant, c'est devenu, vous avez exagéré, vous êtes dans la repentance. Mais nous, les peuples d'Afrique du Nord, on n'a jamais eu de catholicisme. Nous avons une autre religion, l'islam, ses défauts, ses qualités, elle est là, comme ça, et nous n'avons pas eu Descartes. Donc la pensée chez nous est interdite. Parce que si je pense par moi-même, peut-être que je ne serai plus musulman. Peut-être que je dirai du mal du chef de l'État. Peut-être que je quitterai ma tribu. Et ma tribu se fera casser la gueule dans la prochaine guerre civile. Je le vois parce que j'ai reçu nombre d'apostats de l'islam qui sont souvent des jeunes nés en Afrique du Nord et qui ont vécu 20-30 ans ici en France. Et justement, oui, ils quittent l'islam pour ces raisons-là. Et ils le disent très franchement. Bon, je respecte leur démarche. C'est vrai que dans le monde musulman, nous avons désappris. Nous avons eu des moments où nous avons eu des grands gars, Averroès, tout ça, qui ont osé réfléchir. Malheureusement, ils ont été battus par d'autres enfoirés. Hein, quand je dis le problème d'identité, c'est un problème de... Vous avez toujours les enfoirés qui souvent arrivent à imposer leur identité aux meilleurs. Parce que les meilleurs ne sont pas armés, ils ne savent pas se battre, ou ils ne sont pas unis. C'est ce qui vous arrive en France, vous avez... Hein. Et donc... mais globalement, effectivement, nous avons désappris la réflexion, l'audace de la réflexion, et nous préférons la propagande à la pluralité. Il n'y a pas de pluralité chez nous. D'ailleurs, les mecs chez nous qui parlent, ils sont souvent à Al Jazeera, ils sont souvent en France et tout ça. Maintenant, moi, je ne sors pas de la religion parce que la religion est une source d'énergie vitale. Ma religion m'a permis de revenir, de connecter mon inconscient. Le problème de l'athéisme, c'est que c'est trop matériel. Or, l'être humain n'est pas matériel. Nous avons un inconscient qui est un mystère, fermé à clé. Le seul moyen de l'ouvrir, c'est d'utiliser l'énergie spirituelle. Parce que l'énergie spirituelle, c'est la même chose que l'énergie psychique. Vous rentrez dans une cathédrale, vous n'avez pas besoin de faire la croix pour vous sentir bien. Parce qu'il y a une énergie spirituelle. Ça vous fait du bien.
Et donc, moi, je dis attention, l'apostasie, ok, moi je respecte tout le monde, mais attention, ne vous privez pas de l'énergie spirituelle, de n'importe quelle religion. Sinon, vous partez avec un handicap dans la vie. Non, mais l'apostasie, sûrement pas. Sûrement pas. Parce que ce que ces jeunes ne comprennent pas, c'est que lorsqu'ils apostasient, ils prennent de plein fouet une autre religion. C'est celle du consumérisme et du capitalisme. Voilà. Et ça, ils l'ont pas compris. Ils se sentent libres, alors qu'en fait, ils ne sont pas libres du tout. Ils sont enchaînés. Bon. Et qu'est-ce que c'est que la liberté? On pourra en parler longtemps. Hein. Qu'est-ce que c'est la liberté? C'est vrai. Mais vous savez, une chose, c'est que depuis la crise sanitaire, j'ai remarqué que les gens avaient chacun leur propre vision de la liberté. Oui, c'est vrai. Ça, c'est malheureux. Hein. C'est vrai. Ça a eu au moins ce mérite-là, la crise sanitaire. Merci à votre invité de nous faire réfléchir sur le présent et surtout à dire ce qui se passe dans l'entreprise d'un point de vue moral. Peggy, en son temps, avait fait le même constat en ciblant non le capitalisme, mais la modernité, de même que Bernanos et bien d'autres. La modernité déracine les gens par l'appât du gain ou simplement l'espoir d'une vie meilleure et cela dure depuis longtemps. Quelle différence entre une Bretonne qui monte à Paris pour faire les ménages au début du siècle, car sa famille crève la dalle en Bretagne, et l'immigré des années 60 ou après? Et quid de leurs descendants? Qui sont-ils? Des Parisiens ou des Bretons, des Parisiens ou des Marocains? Il y a plus de déracinés que de gens enracinés avec la modernité. Alors comment fait-on pour stopper le déracinement et réenraciner les jeunes générations? Sujet du prochain livre de votre invité, point d'interrogation. Merci beaucoup à votre invité. Alors, comment on le fait? Tiens, comment on permet à des jeunes de se réenraciner? À l'ère de la modernité, du portable, des réseaux sociaux, de TikTok. Il faut que ceux qui sont enracinés osent assumer leurs racines. C'est pas très sorcier. Parce que l'être humain est mimétique, il est grégaire, on se compare. Rappelez-vous, pendant le Covid, nous sommes tous mis à porter un masque parce que le voisin portait le masque. Et il y en a qui sont même arrivés à se taper dessus parce que l'autre ne portait pas le masque et tout ça. Donc, si moi, autour de moi, je vois des gens qui vivent leur identité, ça m'incitera à vivre la mienne. Déjà, bien s'habiller, bien parler le français, bien se comporter, ne pas se laisser faire. Parce que l'identité, c'est aussi être un homme ou être une femme. Voilà, une femme, c'est une femme. Il y a quand même assumer la féminité. Parce que l'identité, le problème qu'on a avec elle, c'est qu'elle est trop théorique. C'est pour ça que j'ai pas fait un essai. Je ne parle pas aux universitaires. Ils sont convaincus ou pas, mais c'est fini. Moi, je veux parler aux gens qui ont un problème à régler, qui ont des gosses à élever. L'identité, ça s'expérimente. Et moi, je crois beaucoup dans la contagion, dans le mimétisme. J'étais une fois au Mozambique. Et je regardais la télé mozambicaine, il y avait des clips de rap et les Mozambicains, ils twerkaient comme des Noirs américains. Pourquoi? Parce qu'ils ont mis des Noirs américains sur TikTok ou sur truc. Donc, le seul moyen de régler ça, c'est pas de leur dire le rap, c'est dégradant. Moi, j'adore le rap, mais j'adore pas le twerk. Enfin, je refuse la dégradation des hommes. Et je dis, il faut leur montrer autre chose. C'est le succès qui est contagieux. Parce que finalement, nous sommes tous des machines à rayonner, une énergie. C'est pas que du blabla, ça c'est vrai. Chacun, il y a des gens qui nous sont insupportables, on ne sait pas pourquoi. Parce qu'il y en a qui rayonnent des vibrations, des énergies négatives. Le type qui est bien dans sa peau, il est contagieux. Et le type qui est bien dans sa peau, c'est un type qui assume son identité. Et je ne parle pas que de religion, je parle de... Il réussit sa vie parce qu'il est aligné. Il est dans son assiette. J'adore cette expression. Être dans son assiette, c'est qu'il faut... Dans son assiette. Je sais pas quand je parle en réflexion portugais. Ouais, voilà, je crois que c'est pour portugais. Il est en lui-même. Moi, j'ai passé toute ma vie hors de moi-même, à côté de ma propre plaque. Et le jour où j'ai reconnu ma vocation, ma mission, mon identité, j'ai retrouvé la paix. Et c'est comme ça qu'on attire des gens à soi. Mais est-ce que cette fin de rayonnement ne vient pas peut-être de la Seconde Guerre mondiale, où pour le coup il y a eu une vraie haine de soi, où on a parlé de collaboration, déjà il y a eu la défaite militaire, on aime que les peuples qui gagnent en réalité. Bien sûr. Comme on aime. Pourquoi on aime l'Amérique? Pourquoi la régénération baby boom s'est appelée Eddie Mitchell, Dick Rivers ou Johnny Hallyday? Parce que pour eux, l'Amérique a gagné la guerre. Est-ce qu'il faut gagner la guerre? Parce qu'il faut gagner une guerre, peut-être pas forcément la guerre militaire, mais une guerre, quoi, tout simplement. Oui et non. Vous voyez les Palestiniens, ils perdent toutes les guerres, mais ils sont là. Vous voyez les Arabes, nous on a perdu toutes les guerres. On s'est fait coloniser par les Turcs.
Parce que se faire coloniser par les Français, par l'IOT, moi, j'en prends un certain honneur. Même si la colonisation n'est pas forcément drôle tous les jours, j'en sais quelque chose. Mais à mes anciens, pas moi, je ne l'ai pas vécu. Mais au moins l'IOT, là, nos Il y avait amis... une certaine classe, quoi. Alors que les Turcs, bon, c'est moins bien. C'est moins prestigieux. Je pose la question de la frontière marocaine algérienne jusqu'à la Syrie. Donnez-moi un monument laissé par les Turcs. Un monument. Un hôpital, quelque chose de bien. Les Turcs se sont servis et ils ont traité les Arabes comme des sous-hommes. Voilà. Mais personne ne leur en veut parce que ce sont des musulmans et puis on préfère taper sur la France parce que la France, elle peut faire des chèques de temps en temps. Oui, mais les Turcs ont une chose. Pourquoi aussi? Tiens, ouais. Ça c'est intéressant ce que vous mettez le doigt dessus. C'est-à-dire que la France, je mets ça entre guillemets, mais dans un certain sens, elle a eu une forme de tolérance parce que la colonisation française, c'est Jules Ferry qui le dit, la civilisation. Mais les anglo-saxons, sans aller même chez les Turcs ou les Portugais ou les Espagnols ou même les Hollandais, ce sont des colonisations dures. Les Anglais ont quitté l'Inde en reprenant leurs bâtiments publics, en reprenant les chemins de fer. Tiens, vous connaissez le Brésil. 1 million de morts en 47 en Inde. Oui, et les Portugais ont imposé les noms de famille aux autochtones. Je veux dire, il n'y a pas un Dupont-Durand au Sénégal ou au Mali, alors que au Brésil, on s'appelle Dos Santos, Moreira. Chez les Espagnols, ils s'appellent tous Rodriguez, Pérez et compagnie. C'est-à-dire qu'on a imposé, parce qu'on parle d'assimilation en France, mais l'assimilation espagnole, portugaise, elle a été imposée au coup de fouet. Et donc, du coup, ça, c'est respectable pour l'autochtone. J'ai l'impression que l'autochtone respecte, en gros, la force brute, mais ne respecte pas la fameuse tolérance. Ah oui, alors, il y a beaucoup de choses. Alors, l'assimilation portugaise-espagnole a été faite aussi par le viol et par le métissage. Parce que le portugais et l'espagnol adorent la femme noire. Parce qu'il adorait la femme arabe. Le français, c'est pas trop mélangé. Sauf en Asie, où il est tombé, comme votre humble serviteur, sous le charme de la femme jaune. Et au Canada. Au Canada, je ne connais pas très bien. Très bien. Où il s'est assimilé aux Indiennes. Intéressant. Malgré tout, il s'est beaucoup plus mélangé sexuellement que l'anglo-saxon qui ne voulait pas du tout toucher. Oui, voilà. Ça, c'est certain. Moi, je pense que les autochtones, dont je fais partie, d'ailleurs, nous sommes tous des autochtones, et je dis à mes amis français, vous êtes les proches, si vous ne bougez pas, vous serez les prochains Indiens d'Amérique. Hein. Vous êtes les prochains Incas, menacés de disparition. J'espère que ça ne vous arrivera pas. Et qu'on ne visitera pas Paris comme on visite aujourd'hui, les temples mayas, tout ça. Les autochtones, en fait, l'être humain, pas les autochtones, l'être humain, il est bon et mauvais en même temps. Il est admirable et misérable en même temps. Il admire la noblesse d'âme, celui qui, le docteur Schweitzer, les Mère Teresa, Capitaine Cousteau, tout ça. L'Ilioté. Parce que l'Ilioté, il n'a pas fait beaucoup d'humanitaire, mais il nous a réglé les problèmes que les Marocains n'arrivaient pas à régler. Problème de l'État. Il nous a appris à lever les impôts, à faire des timbres, remplir des formulaires et à gérer la population. Nous, les Marocains, on avait désappris ça. Il nous a rendu un grand service. Parce que les Français sont partis, l'IOT est mort, les Français sont partis, mais l'État marocain est resté. Il rend les services. Ce n'est pas le cas dans Burkina, on n'arrivait pas à faire, ou en Afghanistan, ou même dans des endroits. Ça, c'est important. Et les gens, en même temps, le même être humain, je vais faire après une métaphore, je vais la noter. Le même être humain, il apprécie la force brute. Et il apprécie la méchanceté. Le Turc méchant, c'est un grand peuple, le peuple turc, mais le Turc méchant, conscient de sa race, il sait qu'il est une race de guerrières, voire supérieure. Il se croit supérieur aux autres. Hein. Faut voir ce que c'est que les Balkans, le Caucase, ce monde-là. Les Turcs savent ce qu'ils sont. Et ils savent qu'ils ont une mission impérialiste. À tort ou raison, mais ce peuple-là, il est respecté parce qu'il est comme ça. Pourquoi je vous dis ça? L'être humain, nous sommes un spectre. Nous sommes capables d'apprécier, je vais encore me faire plein d'ennemis, nous sommes capables de regarder un film porno, comme nous sommes capables d'apprécier un roman de littérature courtoise XIIIe siècle. Le même homme, la même femme. Ce que nous avons, c'est ça l'identité. C'est ce spectre-là. Donc la France, elle n'est pas dans le spectre de l'ultra-violence. On ne va pas faire comme les Turcs ont fait en Algérie. On a fait autre chose. Mais donc il faut qu'on continue à être des Français. Donc il faut continuer à être exemplaires. Sommes-nous encore exemplaires aujourd'hui? Autre question. Sommes-nous vraiment dignes de l'IOT?
J'en doute quand je vois Macron en Afrique, lui ôter son tour dans sa tombe. Vous voyez ce que je veux dire? Quand je vois Gabriel Attal comme Premier ministre, quand je vois les préfets que nous avons aujourd'hui, Lyoté, par exemple, Lyoté face aux banlieues, c'est très simple. Il aurait mis sa tente, une tente. Maintenant, nous avons des camping-cars. Il aurait mis un camping-car dans une banlieue, prenez n'importe laquelle, Sarcelles, Vénissieux. Il appelle tous les pères de famille, il fait une réunion, il dit « je veux le calme, vous avez besoin de quoi ?» Il prend les éléments, les trublions, il les met en tôle, et il reste là jusqu'à ce qu'il puisse se balader tout seul, sans escorte. C'est là la sécurité. Quel est le préfet de France qui peut se balader en banlieue sans escorte? Aucun. Et une Lyoté ne part que quand c'est réglé. Et c'est ça l'autorité à la française. Et c'est pour ça que nous ne sommes plus dignes de ça. C'est pour ça que nous ne sommes plus respectés. Nous ne fabriquons plus d'hommes comme ça. Enfin, on les fabrique, mais ils sont maltraités, ils sont exclus. Bonjour, j'ai remarqué lors de mes longs séjours en Égypte le discours fort intelligent de certains ulémas. Voici ce que disait l'un d'entre eux, soutenant les droites nationales européennes contre le cosmopolitisme de gauche. Le Coran nous enseigne que nous avons été créés hommes et femmes, peuples et tribus pour nous entreconnaisions. Il n'est pas dit pour que nous nous mélangions. Comment nous nous rencontrerions-nous si nous étions tous similaires? De même, le grand cheikh d'Al-Azhar al-Tantawi avait fait savoir aux musulmans de France, sous Sarkozy, que celui-ci avait le droit d'interdire le port du voile en France et qu'il devrait s'y conformer, car la patrie est plus grande et le bien commun en jeu bien courtoisement. Je ne connais pas bien l'Égypte, même si j'adore Omar Sharif et les vieux films égyptiens. Vous savez qu'Omar Sharif, c'est pas son vrai nom. Oui. Je crois qu'il s'appelait Michel quelque chose, ouais, et je crois qu'il était copte. C'est exactement la diversité. C'est ce que je dis à mes amis français. Si vous continuez à déconner comme ça, pour parler de manière vulgaire, vous serez les prochains coptes. Parce que qui sont les Égyptiens autochtones? C'est les coptes. Les musulmans, c'est les coptes. Chrétiens, grecs, influencés par Athènes, la Méditerranée, tout ça. Les Arabes sont arrivés. Et ils ont dit, les Coptes ont dit, venez les débarrasser-nous de nos chefs. Ils sont là depuis 1400 ans. Et les Coptes sont des citoyens de seconde zone, même si l'Égypte s'en défend. Et ils souffrent. Ils sont parmi les plus pauvres des Égyptiens. Ils sont à peine tolérés. Bon, il ne faut pas non plus exagérer, mais vous voyez, pour réussir dans cette société diversitaire, il y a beaucoup de soumission. En tout cas, il ne faut pas être minoritaire. Il ne faut pas être minoritaire, sauf si on est très violent. Vous avez des minorités. Les Mamelouks ont contrôlé l'Égypte, ils étaient peut-être 2000. C'était les soldats amenés par les Turcs et tout ça. Mais les Mamelouks, ils coupaient les têtes facilement. Hein. Parce que le raccourci vers le pouvoir, c'est l'ultra-violence. Quand vous n'avez aucune chance démocratique d'arriver au pouvoir par la majorité, il suffit d'être violent. Et c'est ce que nous vivons à Marseille. Les mafias contrôlent le nord de Marseille parce qu'elles sont ultra-violentes. Et nos préfets, nos juges sont fous d'avoir permis ça. Parce que la violence, c'est une culture. Maintenant, le message est passé. Je n'ai pas besoin de faire d'efforts. Je n'ai pas besoin de te convaincre. Si je brûle il faut voir ce qui se passe à Marseille. On brûle les gens vivants dans les voitures. Encore énormément de questions qui arrivent. Merci pour votre émission très très intéressante. En fonction de vos propos et de votre invité, il y a de l'évolution des consciences. Ces temps-ci vivent aussi l'influence de l'invisible. Merci encore à cette radio. L'influence de l'invisible, c'est ça l'influence de l'identité. L'identité, c'est pas que ton visage, c'est ce qu'il y a dans ta tête. Et ça vient de tes parents. Parfois, tu contrôles même pas. Sinon, il y aurait pas de psychologue dans Paris. Hein. C'est l'influence de l'invisible. L'invisible est très important. Et le capitalisme ne peut pas gérer l'invisible. C'est vrai. C'est ça le truc. C'est ça qu'on a besoin d'une identité. On peut ajouter aux contradictions, ou plutôt aux mensonges de la soi-disant démocratie, son soutien inconditionnel au régime de Kiev qui interdit tous les partis, sauf celui de son corrompu, toutes les chaînes de télé, sauf la chaîne du régime, et même l'église orthodoxe traditionnelle, pour la remplacer par une église bénie par la CIA et qui vénère un chien détecteur de mines à la Sainte Javeline qui porte le missile anti-char américain Javelin. Le masque est tombé, c'est bien un totalitarisme comme les propos scandaleux de Breton l'ont bien démontré à propos de l'annulation des élections dont le résultat ne lui convient pas. C'est vrai qu'on a une technocratie qui a pris le pouvoir. Mais comment ces gens, sans la force, ces gens sans la force brute ont-ils fini par prendre le pouvoir? Parce que les bons se sont effondrés. Les bons se sont effondrés comme du bois bouffé par des termites.
Parce qu'on on leur a dit qu'il fallait faire des maths ou des classes prépa et des diplômes pour réussir dans la vie. Or, la vie est un ring de MMA. Il ne faut pas être que bon techniquement dans dans une spécialisation, il faut être bon émotionnellement. Donc nous avons envoyé des enfants innocents se faire casser la gueule par des enfoirés. Vous voyez en politique, est-ce qu'un type honnête, éthique, qui se regarde dans un miroir aujourd'hui, peut faire de la politique en France, municipale, nationale? Évidemment que non. Oui, il doit avoir, parce que la politique c'est un rapport de force, il doit avoir ce rapport de force en lui. S'il l'a pas, c'est foutu. C'est foutu. Les bons n'ont plus le cuir assez épais. C'est pour ça que les enfoirés ont pris le pouvoir. Et pas seulement en haut, partout. Pourquoi l'hôpital français va mal? Nos médecins sont toujours aussi bons. Vous voyez, les concours de médecine en France, c'est hallucinant de difficultés. Parce que vous avez des enfoirés qui ont pris le contrôle administratif en hôpital. Et ce n'est pas l'éducation nationale, c'est pareil. Il y a 1,2 million de fonctionnaires. C'est le premier budget de France. Mais tiens, justement, Ouais. je vois que pour votre dernier livre, L'identité d'abord, lettre ouverte d'un immigré aux Français qui ne veulent pas disparaître, je ne vois pas, c'est chez l'Artilleur. Ouais, tout à fait. Voilà, un éditeur, lui, qui prend des risques et qui publie justement des gens qui ont une pensée différente. Est-ce que, comment se fait-il que, par exemple, il y ait tant d'enfoirés chez Gallimard, chez Stock, chez Robert Laffont, qui ne veulent pas justement de discours comme les vôtres? Ah, Ça aussi, c'est important. vous avez vraiment décidé de me flinguer. L'autre, il veut m'envoyer en tôle au Maroc et il va même pas me rendre visite. Vous voulez me flinguer avec Gallimard. Moi, j'ai encore quelques ambitions. Non, mais c'est le... vous veux dire, vous vraiment être très, très sincère. Les bons ne sont sortis. Il y a des bons chez Gallimard, chez Grasset, chez Stock, certainement. Il y a même des bons chez le Parti Socialiste, hein, certainement. Vous voyez que je suis... Faut chercher, mais il Faut y chercher. en a avoir sûrement. Chercher. Le problème, c'est quand on se laisse juger par des enfoirés ou des nuls. Le pouvoir, il nous appartient. L'identité, c'est Dieu qui vous l'a donnée, ou vos parents. Et en vous, personne ne vous l'enlèvera. Sauf si vous y renoncez. Je vois beaucoup de gens très bons qui sont terrorisés par l'avis, l'opinion qu'aura sur lui le journaliste de Libération. Mais moi, je m'en fous. Un type qui a eu toute fausse depuis 50 ans, il ne mérite au mieux que mon indifférence. C'est pour ça que chez Gallimard, Grasset, tout ça, ils n'osent pas. Parce qu'ils sont terrorisés. C'est pour ça que moi, je ne crois pas, je change de sujet, dans un type comme De Villepin, par exemple, qui est charmant, puisqu'il est un géant de la diplomatie, oui, on peut être d'accord. Mais le type, il regarde, il marche, il regarde son reflet dans le miroir pour voir ce que pense de lui Libération et Le Monde. C'est foutu, il fera pas le boulot. Moi, il me faut des mecs qui n'ont rien à faire de la vie de ces nuls qui nous ont mis dans le panneau. C'est ça qui manque aujourd'hui. Les bons sont bons, mais ils sont terrorisés par la vie de nuls. C'est pas normal. Et je vais le dire, bon, ça c'est mon avis, peut-être pas le vôtre, mais Marine Le Pen, justement, pense ça aussi. Peut-être. C'est-à-dire qu'elle est obnubilée par ce que les grands médias pensent d'elle. Tiens, je vais vous prendre un exemple. Donald Trump. Donald Trump a dit aux grands médias américains d'aller se faire voir, Ouais, c'est ça. et qu'il ne ferait pas campagne auprès d'eux. Il est allé voir des Joe Rogan, il allait dans des médias dits alternatifs américains, et il a fini par gagner le Rassemblement National, qui est le grand parti, parce qu'ils font 42%. C'est pour ça que je dis le Rassemblement National. Et le Rassemblement National ne le fait pas, ça. Je veux dire, ils vont pas dire non à TF1 pour aller à Radio Courtoisie, par exemple. Alors, Zemmour commence à le faire et je vois comment au Sahara Info, il commence déjà à donner des baffes aux journalistes. Ça fait plaisir de voir que... Qui est le patron? Parce que si Zemmour est élu ou Marine Le Pen, c'est elle qui va avoir le problème à régler. C'est pas Apolline de Malherbe, ni Bourdin, qui resteront des commentateurs avec beaucoup de talent. Hein, ça commence un petit peu à bouger. Mais je dirais aussi, pour défendre un peu Marine Le Pen, que je ne connais pas, c'est que est-ce que le français est l'américain? Parce que nous sommes un peuple qui est sous coma. Nous sommes sous coma artificiel. Alors que l'américain, quand même, avec tout son côté prétendument bourrin, primaire c'est certain, dans le sens où il est très pragmatique, le jour où il a vu que son frigo était vide, parce qu'il faut voir les prix aux États-Unis, hein, combien coûte un hamburger aujourd'hui aux États-Unis? $20 le hamburger. C'est ça, les Américains ont le frigo vide. C'est ça qu'ils ont viré Kazakh, qu'ils ont voté Trump. Parce qu'ils sont très économistes.
Nous sommes un peuple littéraire, voilà. Donc nous, on est plus dur, plus lent de la détente, hein, plus dur de la feuille, comme on dit. Donc on peut pas. Alors je pose la question dans le livre, je réponds à la question, mais il faut que les gens lisent le livre. Est-ce que un profil comme Trump peut marcher pour nous? Il y a une question. Parce que nous ne sommes pas américains. Encore une fois, l'identité. Bien sûr. Alors, je suis vraiment désolé à nombre de questions qui arrivent. Je ne pourrais pas les poser parce qu'il nous reste que 2 minutes et 7h30 est passée très très vite. Donc, Driss Ghali, l'identité d'abord, lettre ouverte d'un immigré aux Français qui ne veulent pas disparaître chez L'Artilleur. Où est-ce qu'on trouve, tiens, le livre? Et je suis ravi de dire qu'il le trouve partout. Très bien distribué au Fnac, chez la Procure, chez Amazon. Non, le livre est partout. Chez les libraires de quartier aussi. Libraires de quartier, surtout allez chez vos libraires de quartier. S'ils sont de gauche, obligez-les à le lire. Parce que c'est pas un livre vraiment de droite ni de gauche, c'est un livre vraiment humaniste. Parce qu'on en a. Moi, j'ai mis 45 ans à me réconcilier avec moi-même. Je suis ému. Purée. Petite nature. Réconcilions-nous entre Français. Bah, c'est très bien l'émotion. C'est beau l'émotion aussi. C'est le jour où on remet l'émotion au cœur du débat, non, au cœur de toi-même, c'est là que tu es puissant. Parce que tant que tu refuses ta part de fragilité, tu te fais bouffer par les nuls. Parce que eux, ils travaillent sur Excel et sur PowerPoint. Toi, ta force, elle est en toi. Le jour où tu te récupères ta force à toi, personne ne peut t'arrêter. Merci beaucoup, cher Driss Ghali, c'était passionnant. L'identité d'abord, lettre ouverte d'un immigré aux Français qui ne veulent pas disparaître chez L'Artilleur. Je remercie d'avoir été si nombreux et je salue notre ami qui arrive là, je lui laisse la place. Allez, à la semaine prochaine, salut, ciao. Salut, ciao, on va laisser la place.